Je veux vivre pleinement de mon activité. Je veux être libre. Je veux vivre en abondance. Je veux me sentir légitime. Je veux aider un maximum de personnes. Je veux apporter du bien-être au plus grand nombre. Je veux avoir des résultats rapides. Je veux que les gens reconnaissent mon super pouvoir. Je veux avoir un impact positif sur le monde. Mais au fait, comment on fait pour arriver à tout ça ? Bienvenue sur Wellness Impact, le podcast dédié aux entrepreneurs du bien-être et du mieux-être. Hello les amis, bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir Mathilde Guibert, professeure de yoga, ambassadrice GoSport, cofondatrice de Solstice Event et influenceuse grâce à sa communauté de 50 000 followers sur Instagram. Alors avec Mathilde, on a parlé de son parcours, de comment elle est passée d'assistante sociale à entrepreneur du bien-être, les questions qu'elle s'est posées avant de se lancer et même après, et aussi de son quotidien actuel d'entrepreneur. Je vous conseille vivement d'écouter toute notre conversation parce que Mathilde n'a pas été avare en conseils, bien au contraire. J'en profite aussi pour vous dire que vous pouvez retrouver plein de ressources gratuites sur notre site Coplénie qui vous aideront à développer ou à booster votre activité, voire même aller encore plus loin. J'espère que cette interview vous plaira et qu'il pourra vous aider. Allez, sans plus attendre, je vous laisse à notre conversation. Salut Mathilde! Salut Léa! Comment vas-tu? Eh ben écoute, ça va très bien. Je suis très contente d'être avec toi cet après-midi. Moi aussi, je suis ravie de t'accueillir. Alors, je vais te poser plein de questions. J'ai trop de questions à te poser. Allons-y. Écoute, je suis prête. Alors déjà, est-ce que tu peux nous dire qui tu es et ce que tu fais? Dis-nous tout. Alors, en quelques mots, pour pas trop spoiler la suite du podcast, donc je m'appelle Mathilde Guibert, ou Mathilde YogiFit sur les réseaux, sur Instagram. Donc j'ai 31 ans, j'habite sur Paris et je suis professeure de yoga depuis janvier 2020. Voilà, donc un peu plus de 2 ans et demi maintenant. Et alors, j'ai 3 casquettes, on va dire, parce que donc, je suis professeure de yoga, donc je donne des cours distanciels, présentiels. J'organise aussi des événements autour du yoga, du bien-être, des retraites de yoga. Et ma 3e casquette, c'est aussi de faire de la création de contenu, influenceuse, même si je n'aime pas trop ce mot, mais ça permet de poser un petit peu le cadre et ça parle à tout le monde. Donc voilà, un peu ces 3 casquettes. Et on en reparlera, mais j'ai pas toujours fait ça, puisque avant j'étais assistante sociale et j'ai fait ce magnifique métier pendant 9 ans. Voilà un peu. J'ai vu que tu étais aussi ambassadrice pour une célèbre marque de sport. Oui, je sais pas si on peut donner son nom. Bah oui. Ouais, je suis ambassadrice aussi pour GoSport depuis exactement novembre 2018, pour être précise. Un très très joli partenariat qu'on a ensemble depuis plusieurs années. Ils m'ont pas mal accompagnée et boostée même dans ma formation de professeur de yoga. Donc voilà, je leur dois aussi un petit peu ça. C'est un petit peu grâce à eux aussi que je suis là où je suis maintenant. Et voilà, donc un très joli partenariat. Et ça consiste en quoi, du coup, d'être ambassadrice pour GoSport ? Alors, c'est très vaste. Alors, il y a différents types de partenariats avec GoSport. Ils ont des ambassadrices un peu plus conséquentes, comme ils ont eu Laurie Tillman pendant un certain temps. Ils ont Yannis Sport encore aujourd'hui. Moi, le contrat que j'ai avec eux, donc on est toute une team, en gros, de sportifs. On vient de différents domaines. Il y en a qui viennent du foot, du fitness. On a quoi ? On a du basket. Enfin voilà, on a plein d'univers différents. Et donc des gens qui sont quand même assez présents sur les réseaux sociaux, qui partagent leurs pratiques et leurs passions. Et l'idée, en fait, c'est que GoSport nous accompagne sur des challenges collectifs ou individuels, donc autour du sport. Donc voilà, on va nous fournir des dossards, on va nous fournir l'équipement, on peut nous fournir aussi la préparation physique pour certains challenges. Ils font appel à nous aussi, par exemple, sur des campagnes de shooting. Il n'y a pas longtemps, j'ai shooté avec eux pour le lancement de tenues Adidas, par exemple. On co-organise des événements. L'année dernière, on a organisé un magnifique événement sur la terrasse du Crone Plaza à République, un événement boxe et yoga, puisqu'ils ont notamment une ambassadrice, Kelly Bessis, qui est prof de boxe. Donc voilà, on avait fait un énorme événement autour de la boxe et du yoga. Voilà, donc c'est assez diversifié. Ça laisse toute la place à la création, à l'imagination, et voilà. Et donc
on monte comme ça, au fur et à mesure des années, des projets assez diversifiés. Oh, c'est génial. T'as plein de casquettes, on va en parler. Ouais, on s'ennuie pas. On s'ennuie pas, non. On va parler de ton quotidien. J'aimerais bien savoir comment tu fais pour gérer tous ces projets en même temps. Est-ce que tu peux, du coup, nous parler un petit peu de ton parcours ? Tu disais justement en introduction que tu étais assistante sociale avant. Ouais. J'ai toujours mon diplôme, donc quelque part, je le suis toujours un petit peu. Ouais, c'est vrai. C'est pas fini. Non. Et qu'est-ce qui t'a mené justement au yoga ? Quel a été un peu ton parcours ? Alors, moi, donc déjà, le yoga, je suis partie des gens qui ont commencé assez tardivement, parce que donc là, j'ai 31 ans. Je pense que j'ai vraiment commencé le yoga, j'avais 25 ans. Donc, c'est l'âge assez moyen, on va dire, pour commencer, même si de plus en plus, notamment au niveau des enfants, on introduit le yoga de plus en plus jeune, des adolescents, même des nourrissons. Mais voilà, c'est vrai qu'on a souvent un début de pratique un peu sur le tard, entre guillemets, par rapport à, je sais pas moi, d'autres pratiques, le foot, la gym, le basket, plein de choses. Et donc moi, à la base, je viens plutôt du fitness, du renfo, même du crossfit. J'étais cette nana qui allait, en gros, tous les 2 soirs à la salle de sport, qui faisait la fermeture. Voilà, j'adorais ça. Donc le yoga, plutôt tardivement. Et donc, moi, j'étais assistante sociale. C'est vraiment un métier passion. C'est un métier que j'adore au plus profond de mon cœur, vraiment. D'ailleurs, je ne l'ai pas quitté parce que je ne l'aimais plus, pas du tout. Et j'aurais aucun mal, je pense, à y retourner si un jour je devais y retourner. Le salariat serait peut-être plus compliqué, mais les missions, en tout cas, me plairaient toujours. Et donc, moi, très jeune, j'ai su que je voulais faire ce métier-là. En gros, lycée. J'ai, je pense, le temps d'une année, voulu être psychologue. Et puis finalement, je voulais être plutôt dans l'action, être sur le terrain. Moi, j'aime l'adrénaline. Voilà, j'aime être un peu boostée, bousculée par le quotidien. Donc voilà, je voulais être vraiment dans l'action. Donc dès le lycée, je savais que je voulais faire ça. J'ai fait quand même une année de psycho parce que j'avais envie d'aller voir un peu la fac. Donc voilà, j'ai fait une année en psychologie. J'ai adoré. Bon, j'ai eu mon concours pour entrer à l'école d'assistante sociale. Donc voilà, j'y suis allée. J'ai fait mes 3 ans. Et puis ensuite, voilà, j'ai commencé à bosser. J'ai vraiment adoré ce métier. Et puis, en fait, j'étais déjà... parce que finalement, j'ai été diplômée en 2013. Et dès 2015, j'ai commencé à être un petit peu sur Instagram, donc autour du fitness. Et puis, 2016, c'est là où vraiment ça a commencé un petit peu à prendre de l'ampleur. Des collaborations par-ci, par-là. J'ai créé mon statut d'auto-entrepreneur en 2016, du coup. Donc, ça a été assez vite. Et j'ai découvert un peu un monde qui m'était complètement inconnu, le monde de l'entrepreneuriat, le monde du sport. Et c'était un monde dans lequel je me retrouvais finalement plutôt bien. Donc pendant quelques années, j'ai fait un petit peu les deux comme ça. Je bossais à la base dans le secteur public. Et en fait, il faut savoir que alors, c'est très réglementé le cumul d'activités. Alors à l'époque, moi, j'avais le droit d'être donc fonctionnaire et en même temps d'avoir mon auto-entreprise, mais j'étais limitée à 2 années. Je crois même que maintenant, je ne sais même plus si c'est autorisé tout court ou avec vraiment des conditions très précises. En tout cas, voilà, moi, c'était comme ça à ce moment-là. Et donc, au bout de 2 ans, on m'a dit, en fait, il faut choisir. C'est-à-dire que soit tu restes dans le public, mais du coup, tu arrêtes ton activité d'auto-entrepreneur. Ou alors, si tu continues, il faut partir. Voilà, donc moi, je n'avais pas envie de choisir. Donc, en tout cas, je ne voulais pas faire que l'un ou que l'autre. Donc, je suis partie. Je suis allée bosser dans le privé, dans une maternité à Paris. Et donc là, voilà, je pouvais cumuler les deux sans problème. Et puis en janvier 2020, franchement, je pense à l'aube d'un petit burn-out parce que même si c'est un métier que j'ai adoré, c'est un métier qui est très prenant. Alors, j'étais pas du genre à ramener le travail à la maison, à penser au travail à la maison. J'arrivais facilement à couper. La porte du bureau était fermée. J'ai pas besoin d'une semaine de vacances pour couper, pas du tout. Mais c'était plutôt la charge de travail qui était vraiment importante. Tu donnes la main, on te prend le bras, tu donnes le bras, on te mange tout entière. Et en fait, ça devenait vraiment insupportable. En décembre 2019, quasiment tous les jours, je pleurais au travail. Ça devenait vraiment très compliqué. Oui, donc c'était pas le métier en lui-même que tu adores, c'est vraiment le cadre du travail qui te faisait péter les plombs, quoi. C'est ça. Et donc voilà, donc ça c'est, on va dire que tout 2019, ça a été vraiment compliqué au boulot. Vraiment, la charge de travail qui était très très lourde à supporter. Et donc voilà, je me suis dit, allez, tu rêves de faire cette formation de prof de yoga, puisque du coup, entre-temps, je m'étais mise au yoga, j'avais beaucoup pratiqué. Je sentais que c'était vraiment un monde qui m'appelait, dans lequel je me retrouvais complètement. La philosophie du yoga,
ça me parlait. Enfin, j'avais déjà l'impression finalement, même sans connaître le yoga, de déjà être dedans un petit peu sans vraiment le savoir. Et donc, je me suis dit, bon, allez, on y va. J'avais GoSport en partenaire derrière qui me soutenait, qui me proposait après de bosser pour eux. Enfin, voilà, je savais que j'avais un filet de sécurité. Donc, un jour, je suis allée voir ma chef et je lui ai dit, voilà, mon plan idéal, c'est que je prends 1 mois sans solde en janvier 2020. Je pars en Thaïlande me former. Et quand je reviens, moi, j'ai toujours envie de rester sur la mater, mais j'aimerais que tu me passes à mi-temps. J'ai pas envie de bosser sur un autre service parce que, ça m'intéresse pas forcément. Voilà, je te remets ça entre les mains. Tu en fais ce que tu veux. Tu me dis si c'est possible ou pas. Mais voilà mon plan idéal. Je suis vraiment partie en me disant, je balance tout et on verra bien. Et j'ai eu la chance d'avoir une responsable qui était elle-même pratiquante de yoga, qui a trouvé le projet génial, qui, par chance, ne voulait pas me laisser partir et qui m'a dit, OK, on va s'organiser, et qui a réussi à m'organiser un mi-temps sur mon poste. Et donc, je suis partie. Je suis revenue donc mi-temps. La première année, c'était trop bien. Franchement, 2020. Alors bon, c'était trop bien. C'était quand même l'année du confinement. Mais en tout cas, en termes d'organisation, parce que à l'hôpital, on est quand même allé beaucoup travailler en présentiel. Mais en tout cas, c'était... Voilà. Tout se coordonnait très, très bien. 2021, j'ai senti que de nouveau, je ressentais cette espèce de charge de travail, la pression de l'hôpital, et puis finalement les 2 activités, enfin le yoga qui prenait une ampleur de plus en plus importante, et de nouveau, en fait, j'avais plus jamais de temps off. Le temps libre, ça n'existait plus, en fait. Aïe, aïe, aïe. Et donc, à un moment, je me suis dit, allez, on y va. J'ai été coachée pendant 3 mois parce que j'arrivais pas à prendre la décision. Donc, voilà, une amie qui est coach m'a coachée pendant 3 mois. Et je lui avais dit, voilà, moi, ce coaching, c'est vraiment pour m'aider à décider. Soit je continue le social, mais j'arrête de me poser des questions, ou alors je l'arrête et je me lance à 100%. Et voilà, et donc en mars 2022, oui, on n'est pas encore en 2023, mars 2022, j'avais posé ma démission et j'ai arrêté et me voilà à 100% indépendante. Pas de regrets? Aucun. Trop bien. Aucun. J'ai eu peur d'avoir des regrets, bien sûr. Surtout, pas tant pour le boulot, parce qu'en fait, le boulot, je me disais quelque part, j'ai mon diplôme, je peux y revenir n'importe quand. En fait, dans le yoga, on fait beaucoup de social. C'est ce que j'allais te demander. Voilà. Justement, ce que tu disais juste avant, c'est que tu avais quand même fait des études de psycho. Tu étais quand même pas si loin du yoga toujours, en fait. C'est clair. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que quand je suis allée voir mon médecin pour faire le certificat pour pouvoir partir en formation, il m'a dit, d'accord, donc en fait, vous essayez vraiment de sauver le monde de toutes les manières qui soient possibles, quoi. Assistante sociale, prof de yoga, voilà. Ça m'a fait beaucoup rire parce que en fait, je pense que j'ai beaucoup travaillé sur la notion de mission de vie, par exemple. Et en fait, je pense que moi, c'est ça ma mission de vie. Alors, c'est pas de sauver le monde, j'ai pas cette prétention, mais je pense que c'est à mon échelle, en fait, d'accompagner les gens, de leur faire du bien, de les aider un petit peu parfois à sortir un peu la tête du guidon, à se sentir un petit peu mieux. Je pense que c'est ça, en fait, moi, mon truc dans la vie, et tout m'y ramène. Donc voilà, je savais que le social, quelque part, j'allais pouvoir y revenir. Et puis en fait, quand on veut vraiment s'investir, on peut s'investir au niveau associatif. Enfin, il y a plein de choses. Ce qui me faisait un peu peur, c'était plutôt le côté ne plus avoir d'équipe. Parce que moi, j'ai toujours travaillé en équipe. J'ai jamais eu, par exemple, un bureau toute seule. J'ai toujours été avec plusieurs collègues, toujours entourée. Et donc, je me disais, waouh, là, en fait, même si au quotidien, je rencontre plein de gens, il y a quand même des journées entières où je suis toute seule chez moi, en fait. Et donc ça me faisait un petit peu peur. Et en fait, finalement, ça se passe très bien. Alors, je rebondis. C'est quoi, pour toi, être un entrepreneur du bien-être? Waouh. Alors, c'est très vaste parce que le bien-être, c'est un monde qui est très vaste. Je t'apprends rien. Qu'est-ce que c'est d'être un entrepreneur du bien-être ? Je pense que ce qui me vient en premier, c'est peut-être pas forcément la meilleure des réponses, mais ce qui me vient quand même en premier, c'est quand même de faire un petit peu le bien autour de soi. C'est d'être quand même très tourné vers les autres. Il y a un côté un peu don de soi, quelque part. C'est donner énormément et en fait pour recevoir aussi finalement de façon indirecte, mais c'est vraiment donner de soi, c'est accompagner les gens. Moi, j'aime bien ce terme d'accompagner que j'utilisais déjà dans mon premier métier, mais voilà, accompagner les gens, c'est être énormément à l'écoute des gens, de comprendre leurs besoins. Alors après, entrepreneur, il y a aussi une notion un peu de business, on va pas se mentir, parce que bon, on n'est pas non plus là pour la gloire.
et on a tous des factures à payer. Donc, il y a quand même, bien sûr, une notion d'argent qui rentre en compte. Et dans l'entrepreneuriat, on est aussi là pour faire de l'argent. Et d'ailleurs, il n'y a pas très longtemps, j'écoutais un podcast justement par rapport à ce rapport à l'argent. D'autant que moi, je viens quand même d'un monde dans le social où l'argent est quelque chose d'un peu tabou. Alors, on parle avec les gens, avec les familles, constamment d'argent. Par contre, le salaire, par exemple, d'une assistante sociale, c'est tabou de dire qu'on est mal payé, de réclamer plus. On ne négocie pas son salaire à l'entretien d'embauche. On négocie très rarement des primes. Alors, ça commence un peu à changer, mais c'est quelque chose qui est assez tabou. Donc, moi, pendant quasiment 10 ans, j'étais habituée à être payée au lance-pierre. Concrètement, à mi-temps, je gagnais péniblement 900 € par mois. Donc, j'avais le yoga à côté, heureusement, mais clairement, le yoga me payait plus que mon job que j'exerçais depuis quasiment 10 ans, quoi. Donc voilà, donc c'est vrai que là, j'arrive dans un milieu où on parle beaucoup d'argent, on en parle vraiment sans tabou. Et en fait, un jour, bref, il y avait un podcast sur ce sujet où, quelque part, on disait, en fait, ce qui est intéressant, c'est de savoir qu'est-ce qu'on veut faire de cet argent. Gagner de l'argent, c'est bien, mais en fait, c'est d'autant plus intéressant si on sait ce qu'on a envie d'en faire. Et en fait, le jour où j'ai eu ce déclic de me dire, en fait, moi, j'ai tel projet à moyen, long terme, et en effet, j'ai besoin d'argent pour faire ce projet, sinon il ne verra jamais le jour. Et en fait, quelque part, quand tu es entrepreneur, parfois, faire de l'argent, ça va te permettre de proposer encore plus aux gens, en fait, et de pouvoir accompagner encore plus de personnes, de pouvoir leur proposer des choses encore plus qualitatives. Et ça, en fait, du coup, c'est très intéressant. Et du coup, gagner de l'argent prend tout son sens. C'est hyper intéressant ce que tu dis et ça offre, je trouve, à ceux qui nous écouteront aujourd'hui ou plus tard, une nouvelle dimension, une nouvelle manière de voir les choses. Parce que souvent, dans ce milieu, les entrepreneurs ont du mal avec l'argent, et tu l'as dit tout à l'heure, et ont du mal à se positionner là-dessus. Rien que se dire, voilà, mon cours de yoga, il va coûter tant à la personne, on a l'impression de la voler, quoi. Complètement. Et ce que tu apportes là, je trouve que ça va avec la mission de vie dont tu parlais juste avant. C'est OK, ma mission de vie, c'est d'apporter du bien-être ou du mieux-être, ou en tout cas quelque chose de bien pour la personne. Et l'argent est un moyen pour y arriver et avoir des projets là-dedans. Donc, je suis complètement d'accord avec toi. Mais je pense que c'est vraiment important d'en avoir conscience. Et en fait, l'argent ne doit pas être un tabou. Et aussi se dire que parfois, le fait aussi de gagner de l'argent, ça permet de proposer peut-être plus de choses gratuites aussi, de faire découvrir aussi gratuitement plus de choses. Alors que si on est ric-rac, non, on a absolument besoin de cet argent. Et en fait, je pense que il faut être à l'aise avec ça, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, dans le monde de l'entrepreneuriat, on a l'impression qu'il y a deux écoles. Il y a ceux qui sont vraiment là pour faire grimper le compteur, quoi, on va dire. Et puis, il y a ceux qui se bradent un petit peu et à qui on va presque dire, en même temps, c'est normal, t'es dans le bien-être, t'es là pour les autres, c'est pas des métiers où on fait de l'argent. Si, en fait, mais dans tous les métiers. Moi, je me souviens qu'une fois, quand j'étais donc assistante sociale, une fois, un bénévole avec qui je travaillais me dit, moi, je comprends pas qu'on soit payé pour faire votre métier. Et je lui disais, mais en fait, vous êtes retraité, vous faites le choix aujourd'hui d'être bénévole, mais en fait, vous avez eu un métier, vous avez eu un salaire. Et aujourd'hui, si vous pouvez aussi faire des actions bénévoles et profiter de votre retraite, c'est aussi parce que vous avez travaillé avant. Et en fait, c'est quand même du temps. Et alors, oui, effectivement, on n'est pas là on n'est pas dans la productivité, en tout cas pas financière, dans le social, mais en fait, c'est normal d'être payé. Et il y a un peu ça aussi dans le bien-être, où ça serait normal de faire beaucoup de choses gratuites ou à très, très, très bas prix. Mais tout a une valeur. Et voilà. Et vraiment, quand on sait à quoi va nous servir notre argent, et ça peut être pour quelque chose de personnel, pas forcément professionnel, mais on peut avoir un projet personnel qui nécessite beaucoup d'argent. Et du coup, on est beaucoup plus à l'aise en se disant, oui, en fait, il faut aller le chercher, cet argent. C'est clair. Et un médecin, quand on va voir un médecin, on a l'impression qu'on ne le paye pas, mais il est rémunéré. Il se rémunère, ce médecin. Tout à fait. Donc, c'est la même chose. Alors, tu en parlais tout à l'heure aussi de cette différence entre être salarié et être entrepreneur. Souvent, on oppose les deux. Et pour moi, mais tu vas me dire tout de suite ce que tu en penses, ça peut être complémentaire. Et il y a des forces dans les deux. Et j'aimerais bien avoir ton avis sur la question de comment toi, tu es passé du salariat à l'entrepreneuriat. Et du coup,
Quel est ton point de vue, justement, sur cette opposition perpétuelle qu'a la société actuelle, en fait? C'est soit t'es salarié, soit t'es entrepreneur, quoi. Alors, moi, je t'avoue que je vois quand même de grandes différences. Parce que il y en a. Voilà, il y en a. Après, en fait, ça dépend comment on exerce parce que, d'ailleurs, parfois, on parle de salariat déguisé dans l'entrepreneuriat et notamment dans le monde du sport ou du yoga parce que finalement, à partir du moment où, je sais pas moi, tu as un contrat avec quelqu'un ou je sais pas moi, une société et que tu as des horaires fixes. Voilà, la frontière est un petit peu mince entre l'entrepreneuriat et le salariat. Bon, et parfois on a des emplois qui sont finalement du salariat déguisé. Mais bon, ça c'est un autre sujet. Donc, en effet, il y a finalement parfois des organisations de planning dans l'entrepreneuriat qui s'apparentent presque un peu à du salariat. Moi, pour le coup, c'est vrai que c'est un peu le jour et la nuit parce que je passe d'un job où j'avais un lieu fixe. Je travaillais dans un lieu fixe, j'allais tous les jours au même endroit, j'avais le même bureau, les mêmes collègues, voilà, avec des horaires bien définis, des jours de présence bien définis, un salaire fixe, une mutuelle proposée par mon employeur. J'y pense parce que là, je suis en mode, il faut que je cherche une mutuelle. Et que j'ai jamais cherché de mutuelle, en fait. On me l'a toujours proposé, voilà. Donc, t'as un CE, des congés payés, t'as le droit à des jours d'arrêt maladie, d'enfants malades pour les parents. Bien sûr, voilà, t'as plein de choses. Il y a plein de choses, voilà, qui font partie du contrat. T'arrives dans l'entrepreneuriat, t'as plus tout ça. Les congés payés, les arrêts maladie, les enfants malades, la mutuelle, tout ça, le CE, ça n'existe plus. Donc enfin, c'est pas vraiment des avantages, en fait, c'est normal. Mais voilà, en tout cas, tout ça, ça n'existe pas. Le salaire, en fait, il est fluctuant. Tu n'as plus de salaire fixe. Ton organisation, c'est toi qui te l'as fait. Moi, aujourd'hui, mon planning, en fait, je le fais comme je veux. Donc, si je peux travailler les jours que je souhaite, alors finalement... parce que plus tu te dis que tu peux t'organiser toi-même, plus tu en mets d'ailleurs, finalement. Plus tu te dis que tu peux prendre des vacances quand tu veux, moins tu en prends. Jamais t'en prends. Alors, rarement, mais de plus en plus, tu te dis, bon, on va quand même mettre des semaines un peu fixes. Et en fait, d'ailleurs, on fait jamais vraiment rien parce que tu es toujours en train de checker tes mails, voilà, répondre sur Instagram, etc. Bon, c'est une forme de travail, donc tu n'es jamais 100% à l'arrêt. Donc, c'est vrai que moi, je t'avoue que je suis plutôt à dire que... alors, de là à les opposer, je suis pas sûre. Mais en tout cas, c'est un fonctionnement qui est très différent. Et quand tu passes du salariat à l'entrepreneuriat, il faut quand même être prêt et savoir à quoi s'attendre. Et à l'inverse aussi, parce que, en fait, tu as aussi des gens qui ont toujours été dans l'entrepreneuriat, qui à un moment se disent, en fait, j'aimerais bien un peu plus de sécurité, entre guillemets, de devoir un peu moins compter sur moi-même et passer dans le salariat. Et puis, en fait, qui reviennent à l'entrepreneuriat parce que c'est un cadre... qui est un petit peu trop rigide, même si aujourd'hui, il y a quand même beaucoup de domaines et de sociétés où il y a quand même une certaine souplesse en termes d'horaire. Télétravail a quand même aussi beaucoup assoupli les choses. Et d'ailleurs, je pense que les gens qui travaillent beaucoup en télétravail ont presque finalement un fonctionnement qui peut un peu s'apparenter effectivement à l'entrepreneuriat, par exemple. Mais quand tu bosses en présentiel 5 jours sur 7 ou 6 jours sur 7, c'est vrai que c'est radicalement différent. C'est clair. Après, quand je parlais d'opposer, c'était plutôt dans l'entrepreneur est libre et le salarié est bloqué en CDI dans sa boîte. Tu vois ? Oui. Après, c'est toujours pareil. C'est-à-dire que ça dépend aussi de ton métier, ça dépend de tes missions. Ça dépend si tu as un métier où tes missions sont très figées, un petit peu rigides, où tu es peut-être un peu presque monotâche. Pour le coup, moi, c'est vrai que dans mon métier... J'avais une certaine, dans mon métier d'assistante sociale, j'avais une certaine souplesse parce qu'en fait, j'avais des missions. Mais en fait, après, moi, j'avais mes familles, mes patientes. Et en fait, on venait pas checker à la fin de la journée ce que j'avais fait. Pour le coup, j'organisais mon planning un peu comme je voulais dans ma journée. Je pouvais voir le nombre de personnes que je souhaitais, m'accorder des temps plutôt administratifs quand je voulais. Ma pause déj, je pouvais globalement la prendre quand je voulais. Donc oui, en effet, j'avais une souplesse dans ce cadre salarié. Alors oui, c'est sûr qu'on n'est pas à opposer les deux et quand je parle de complémentarité, c'est aussi parce que la vie d'avant de salariat peut aussi te servir dans tes compétences, dans ton quotidien, dans ton organisation pour ta vie, ta nouvelle vie. Et aussi parce que quand les personnes que j'ai au téléphone me disent voilà, moi c'était pour vivre mon rêve d'être
de changer de vie, d'être libre. Vraiment, cette liberté revient tout le temps dans l'entrepreneuriat. Et ce que tu dis est très juste parce qu'on n'est pas totalement libre, en fait, quand on est entrepreneur. Ouais, en fait, c'est clair. Et en fait, ça dépend un peu qu'est-ce qu'on attend de cette liberté et quelle définition, en fait, on y met. Parce que, en fait, alors oui, t'es libre parce qu'en effet, t'as plus de patron. Parce que si un matin, t'as envie de te lever à 10h, personne ne va rien te dire. Parce qu'il y a ce côté où il n'y a pas de regard, en fait, directement sur ce que tu fais. Moi, ce que j'apprécie énormément, par exemple, tu vois, c'est de me dire, en fait, si j'ai une idée, mais en 1 heure, je peux aller me mettre dessus, la monter. J'ai pas besoin de passer par plusieurs strates de validation, etc. Par contre, ça peut générer un stress qui peut faire que tu ne te sens absolument pas libre parce que, et notamment, voilà, si, je sais pas moi, t'as mis toute ton énergie dans le lancement d'un produit, d'un service, voilà, t'y crois, dur comme fer, etc. Tu as passé du temps, des heures, des jours, des semaines, tu lances ton truc et ça ne marche pas, tu vas pas te sentir libre à ce moment-là. En tout cas, tu vas pas avoir l'esprit libre, on va dire. C'est surtout ça. C'est qu'en fait, tu as rarement l'esprit libre, en fait, quand tu es entrepreneur. Parce que c'est pas, j'éteins mon ordi, je coupe, voilà, je ferme la porte du studio et c'est terminé. Parce qu'en fait, tu es tout le temps en train de cogiter. Tu es toujours en train de penser à l'idée d'après. Tu ne dois jamais te reposer sur tes lauriers. Tu as lancé un truc, ça a fonctionné très bien, mais tu sais que ça va fonctionner un temps et qu'il faut tout le temps se renouveler. Donc, il faut être prêt à ça. Et en fait, tu vois, par exemple, moi, je vois mon compagnon, il est aussi entrepreneur. Alors lui, pour le coup, il a toujours été entrepreneur. Il n'a jamais été salarié. Donc lui, il est préparateur physique, notamment d'athlètes de haut niveau. Et on a donc co-créé une société pour tout ce qui est événementiel autour du yoga et du bien-être. Et en fait, lui, la journée, voilà, il bosse, il fait ses coachings, etc. Et donc, cette société, on en parle surtout le soir quand il rentre. Et combien de fois on va se coucher, en plus, nous, on est plutôt très tardifs sur les horaires, donc on se couche, il est minuit, 1h du matin, t'éteins la lumière, et là, tu commences à parler boulot. Et combien de fois je dis, non, en fait, là, c'est plus l'heure, en fait. Là, il est minuit, on en parlera demain, mais c'est pour dire qu'en fait, tu peux être tout le temps en train d'y penser. Et si autour de toi, en plus, t'es entouré de gens, ce qui est d'ailleurs une force, entouré de gens qui sont entrepreneurs, tu les vois, tu en parles, etc. Tu prends ta douche, tu as toujours une super idée en prenant ta douche, tu fais la vaisselle, tu es en train d'y penser. Donc, c'est surtout la liberté, mais au niveau de l'esprit, quoi. Tu as une liberté de mouvement, on va dire, d'organisation, mais tu n'as pas forcément toujours l'esprit libre. Je confirme. Jamais libre. Je pense que ça te parle. Voilà. Beaucoup. À part pendant les vacances d'été où vraiment tu coupes, pour ma part. Ouais, et encore, tu penses à la rentrée. Ouais, c'est vrai. Que du coup, tu as préparé au mois de juin pour être tranquille pendant l'été, mais tu y penses quand même. Et là, tu vois, on est quoi ? On est même pas fin octobre et on est déjà en train de penser à Noël, quoi. Oui, à l'heure où on enregistre, nous sommes au mois d'octobre. Voilà, c'est ça. Et en fait, là, tu vois, avant de venir te voir, je suis allée faire des achats pour mes coffrets de Noël, alors que c'est pas du tout encore vraiment dans l'esprit de tous les jours. Mais surtout quand il fait 20 degrés dehors. Exactement. Ouais. Mais tu dois toujours avoir une longueur d'avance, en fait. Ah, c'est clair. Et justement, j'aimerais bien savoir... Alors, j'ai encore plein de questions à te poser, donc je vois le temps là qui passe. Je vais essayer de répondre synthétiquement. C'est quoi ton quotidien le quotidien de Mathilde, il ressemble à quoi aujourd'hui ? Alors, globalement, déjà, il n'y a pas une journée qui est pareille, clairement. Mais en gros, alors moi, j'essaie de me lever relativement tôt. Donc, souvent, je me lève, tu vois, il est tôt, c'est genre, il est 8h, on va dire. Voilà. 8h, 8h30, j'essaie d'être opérationnelle. Souvent, quand j'ai... alors, c'est tellement vaste. Donc, tous les jours, en gros, j'ai des cours de yoga. Donc, ça peut être le matin très tôt. Tu vois, là, on est vendredi. Aujourd'hui, j'avais un cours à 7h15 ce matin. Je peux avoir des cours le midi ou des cours le soir. Donc, il n'y a que le jeudi où j'ai aucun cours de yoga. Mais sinon, tous les jours, j'ai des cours en distanciel ou en présentiel. Après, il y a toujours une phase mail. Alors ça, les mails, c'est chronophage. Donc, souvent, j'essaie de faire ça le matin ou juste après manger. Je suis du genre à laisser aucun mail en non lu, sans réponse. Je déteste avoir... si j'ai plus de 10 mails pas traités, je suis stressée. Donc, j'essaie d'être hyper à jour. Il y a très souvent des rendez-vous téléphoniques. Alors ça peut être soit sur l'influence, sur des collaborations dans le cadre de l'influence, ou alors, par exemple, des marques
qui veulent faire appel à moi en tant que prof de yoga, par exemple, pour intervenir sur des événements en entreprise, pour des clients, voilà. Donc, il y a très souvent des appels. Pas mal de rendez-vous à l'extérieur aussi. Tu vois, par exemple, cette semaine, je suis allée rencontrer 2 lieux dans lesquels j'aimerais bien certainement faire des événements autour du yoga. Donc, je vais rencontrer les lieux, je les visite. Voilà, on négocie un petit peu comment on pourrait organiser nos événements. Là, tu vois, tout à l'heure, je suis allée faire mes petites courses, préparer mes coffrets de Noël. Donc après, je prépare aussi, j'ai pas mal de rédactions, que ce soit pour les posts Instagram, pour mon site internet, pour les newsletters. Donc tout un travail de rédaction. Tu fais tout toute seule ? Je fais beaucoup toute seule. Après, j'ai un web designer qui, du coup, est vraiment beaucoup sur mon site et qui a aussi un rôle de conseiller. Parce que voilà, il a des connaissances, des compétences qui sont très diversifiées, donc c'est vraiment un bras droit assez important. Et après, sur la partie événementielle, du coup, j'ai mon compagnon qui a co-créé la société avec moi, et du coup, voilà, on s'est un peu réparti les tâches là-dessus. Après, voilà, je fais beaucoup toute seule. Toute la partie rédaction, par exemple, c'est moi. Instagram, il y a que moi, personne ne gère mon Instagram. Après, les cours, bien sûr, c'est moi. C'est une volonté que personne gère ton Instagram. Tu veux vraiment que ça reste toi, ton authenticité, tes valeurs. Franchement, j'y ai même jamais pensé, en fait. D'accord. À déléguer cette partie-là. Parce qu'en fait, je pense qu'aujourd'hui, ce qui fait un peu ma force et ce qui est important aussi avec les gens avec lesquels j'échange, que ce soit des gens avec lesquels j'échange que sur Instagram ou que j'ai déjà rencontrés dans la vraie vie sur des cours ou des événements, je pense que ce que les gens aiment chez moi, c'est mon côté disponible, la proximité que j'arrive à créer avec les gens, qui n'est pas du tout calculée. C'est juste que je suis comme ça, en fait, et que oui, je trouve ça important de répondre à tout le monde, d'avoir toujours un petit mot gentil. Alors, je dis pas que je réponds à 100% de tous les messages, mais franchement, on doit être à 99%. Enfin, voilà, j'essaie vraiment de répondre à tout le monde. Et en fait, finalement, ça crée aussi des liens. Et moi, je trouve ça hyper important parce qu'après, c'est aussi des gens parfois que tu rencontres dans la vraie vie, qui viennent sur tes événements, sur tes retraites, sur tes cours. Et ouais, voilà. C'est en fait pour vraiment la dimension humaine. Et ce que j'aime surtout, c'est vraiment remettre un peu d'humanité dans cette vie un peu virtuelle, en fait. Je vais en parler un petit peu de cette vie virtuelle, justement, ta partie plutôt influence juste après. Donc, j'ai fait une parenthèse à lui poser des questions sur si elle était entourée, Mathilde. En fait, ça m'intéressait parce que ton quotidien ressemble à... il y a plein de choses, en fait. Il est un peu un joyeux bordel, hein. En fait, je crois qu'il est pour nous tous comme ça. On passe du coq à l'âne en permanence. Complètement. En fait, à part mes cours de yoga qui sont vraiment bien identifiés sur mon planning et qui sont toujours les mêmes horaires. Après, le reste, c'est vraiment... voilà, ça se remplit un peu au jour le jour. Mais après, moi, c'est aussi ce que j'aime, de jamais vraiment savoir ce qui va se passer le lendemain ou la semaine suivante. Et j'essaye quand même d'anticiper un maximum de choses. Tu vois, par exemple, tout ce qui est événementiel, j'essaie de prévoir à vraiment minimum 1 mois mes événements. Je ne veux jamais qu'elle ait un événement dans 2 semaines, quoi. J'essaie vraiment d'avoir au moins 1 mois d'avance, voire 2 mois idéalement, pour avoir le temps de préparer la com, de les lancer, de les remplir. Enfin, mais oui, après, sinon, c'est un joyeux bordel, en gros. Mais tu l'adores, j'imagine. Ouais, mais complètement. Ouais, non, j'adore. Est-ce que tu aurais 2, 3, 4 conseils à donner à nos auditeurs et nos auditrices, évidemment, sur les choses qui, pour toi, ont été importantes, ou en tout cas, les qualités que tu as pu avoir, ou les compétences, pour justement passer du salariat à l'entrepreneuriat? Qu'est-ce qui t'a aidé? Parce qu'aujourd'hui, tu as une énorme communauté quand même, disons-le. Enfin, en tout cas, elle est importante. Il y a beaucoup plus, mais en tout cas, oui, elle est assez conséquente. T'as des journées remplies. Enfin, t'es une véritable entrepreneur qui réussit dans ce que tu entreprends quand même, disons-le. Tu peux être fière. Et qu'est-ce qui fait que tu es passée du salariat, donc avec ton poste d'assistante sociale, public puis privé, et maintenant avec... les gens se disent, mais comment t'as fait, quoi? J'ai pris mon temps.
c'est ma personnalité, je suis comme ça. Il y a des gens, ils claquent tout du jour au lendemain, ils envoient tout valser, ils arrêtent tout, ils posent leur dème, ils se cassent et c'est parti. Moi, je suis pas trop comme ça. Je suis quelqu'un d'assez... d'un peu peureuse, en vrai. Et puis moi, j'avais jamais pensé à l'entrepreneuriat. Dans ma famille, c'est pas forcément trop quelque chose de présent non plus. Enfin, j'ai jamais grandi avec ce fonctionnement-là, on va dire. Donc, j'ai pris mon temps. Moi, voilà, je suis partie des gens qui se disent que vraiment prendre le temps de construire son projet. Il y a des gens qui se disent je veux être entrepreneur, mais en fait ils savent même pas quoi, enfin dans quel domaine. Ils se disent j'aimerais être entrepreneur, maintenant il faut que je trouve la bonne idée. C'est la mode. C'est la mode. Alors moi je trouve que c'est un peu prendre le truc à l'envers parce qu'en fait tu peux aussi être salarié dans un job qui te passionne en fait. Donc je pense que ce qui compte c'est pas tant est-ce que je suis salarié, est-ce que je suis entrepreneur, c'est déjà qu'est-ce qui te passionne dans la vie. Qu'est-ce qui te fait vibrer, en fait? Qu'est-ce qui va faire que le matin, t'es hyper heureux de bosser, même si, moi, il y a des jours où j'ai pas envie de donner mes cours, ça me saoule, j'ai envie de faire autre chose. C'est comme tout, hein, c'est des métiers passion, mais il y a des fois où ça nous gave, c'est normal. Mais ça ne dure pas. C'est ça qui est important. Donc, déjà, voilà, c'est déjà, qu'est-ce qui nous fait vibrer? Et si ce qui nous fait vibrer correspond plus à de l'entrepreneuriat, ok, allons dans l'entrepreneuriat. Mais aujourd'hui, je pense que même si l'entrepreneuriat est très à la mode, faut pas se sentir, entre guillemets, un peu naze d'être salarié, en CDI. Enfin, c'est pas démodé, quoi. D'avoir son CDI et d'être salarié. Ce qui compte, c'est juste d'avoir un job qui nous plaît, quoi. Et c'est des discussions que j'ai souvent avec mon entourage. Il y a des gens qui vont dire, t'as un peu l'impression qu'aujourd'hui, c'est bateau, quoi. Dire, voilà, CDI, salarié, je sais pas, moi, dans une boîte de tel truc ou tel truc. Mais non, en fait, pas du tout. Si ça te fait vibrer, mais c'est trop cool, quoi. Donc voilà. Donc déjà, je pense que c'est prendre pas le problème, mais en tout cas, la question dans le bon sens. Qu'est-ce qui me fait vibrer? Si ça relève plus de l'entrepreneuriat, voilà. Est-ce que j'ai envie de bosser seule? Est-ce que c'est quelque chose que j'ai envie de créer à plusieurs? Si je suis déjà dans le salariat, moi, j'ai trouvé que c'était vraiment hyper rassurant d'avoir une transition à mi-temps. Parce qu'en fait, j'avais quand même un filet de sécurité. J'avais encore mes repères. J'avais une moitié de la semaine qui était encore un peu fixe. Et ça me permettait d'aller un petit peu prendre la température et de voir est-ce que ça me plaisait d'être entrepreneur et est-ce que ça fonctionnait. Donc ça, je le conseille vraiment vivement. Si on a cette possibilité, ça peut être chouette. Il y a des gens qui ont besoin de se lancer tout de suite, hein, bien évidemment, mais ça peut être une possibilité. Donc voilà, prendre son temps. Éventuellement, le passage à mi-temps ou à temps partiel, ça peut vraiment être chouette. Ou alors, si c'est, par exemple, dans le bien-être, on peut se dire, en fait, sur mon temps libre, je vais déjà commencer. Je peux créer mon statut d'auto-entrepreneur et commencer à peut-être exercer un petit peu le week-end, le soir, sur des jours off, etc. Pareil, toujours un peu pour prendre la température. Et puis ensuite, je trouve que c'est hyper enrichissant d'aller échanger avec des personnes qui sont dans le domaine, qui sont peut-être déjà passées par là. Alors, ça peut être des amis, des proches, si c'est le cas, mais ça peut être aussi des gens qu'on ne connaît pas, qu'on va peut-être suivre sur les réseaux sociaux. Il y a beaucoup de groupes de parole, entre guillemets, d'entrepreneurs ou futurs entrepreneurs. Donc voilà, vraiment aller échanger aussi avec des gens qui sont passés par là. Je trouve que c'est hyper, hyper enrichissant. Et puis après, il y a des choses pratico-pratiques. C'est prendre le temps de créer son statut, faire vraiment correctement les choses, en fait. Prendre le temps. Enfin, moi, en tout cas, ça m'a pris plusieurs années. Et en fait, ça m'a permis à chaque étape de me rassurer, de me dire, OK, là, ça s'est bien passé. On passe à l'étape d'après. Et à l'étape d'après. Et presque naturellement, en fait. Et en fait, à chaque fois, d'attendre d'avoir les idées et l'envie qui me menaient, en fait, à l'étape d'après. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est un peu ma force. C'est, déjà, j'ai l'idée, déjà, j'ai l'envie et je vois quel est le statut qui correspond, de quoi j'ai besoin pour donner vie à cette idée. Mais peut-être pas partir en se disant je veux être entrepreneur. Enfin, pour moi, ça veut rien dire, en fait. Je sens que tu acquiesces. J'acquiesce fort. Et ça revient aussi... je pense à quelque chose quand tu parles de prendre le temps. C'est que j'ai beaucoup de futurs ou d'entrepreneurs actuels, dans le milieu du bien-être évidemment, qui me disent « mais j'y arrive toujours pas, ça fait 6 mois, ça fait 1 an, ça fait 1 an et demi, ça fait 2 ans, même voire plus parfois ». Et souvent je leur dis « mais
je veux dire, aujourd'hui, ceux qui y arrivent ne sont pas arrivés à faire... alors là, on parlait d'une communauté, on parlait de toi avoir des cours de yoga, bref, un agenda rempli. Oui. Juste en 3 jours, quoi. Ou en 3 mois, ça prend du temps. Et ça, tout le monde, mais moi la première, hein, je l'oublie. et c'est un beau rappel, merci. Mais complètement. Alors, après, moi, je suis un cas un peu particulier parce que quand je me suis lancée, j'avais déjà une communauté sur Instagram qui me suivait depuis plusieurs années, qui attendait presque de pied ferme que je me lance enfin dans le yoga. Donc, voilà, je suis partie avec une longueur d'avance et j'en ai entièrement conscience et je sais que c'est une chance énorme. Et voilà, moi qui suis un peu trouillarde, ça m'a aussi beaucoup rassurée. Mais autour de moi, je vois énormément de gens qui se lancent en partant, entre guillemets, de rien, de un carnet de contacts vide, un compte Instagram qui part de zéro, qui part vraiment de zéro, et qui, en prenant leur temps, arrivent petit à petit, en fait, à faire grossir leur activité. Et je pense que c'est là où c'est important d'être entouré de personnes qui sont passées par là, qui vont pouvoir donner les bons conseils. Et après, je pense que quand on se lance, il ne faut pas hésiter, entre guillemets, à investir sur soi-même. Alors, ça demande un peu de sous, parce que c'est souvent des choses qui coûtent assez cher. Mais c'est là aussi toute la préparation en amont. C'est aussi, si on est salarié avant et qu'on sait qu'on a ce projet entrepreneurial, c'est aussi faire des économies. En se disant, OK, combien de temps, si mon activité marche pas du tout, si je ne rentre pas 1 euro, s'il y a un mois où il n'y a rien qui rentre, voilà, combien de temps finalement je peux tenir sans aucun salaire? Moi, c'est un peu ça que je m'étais dit. C'est OK, j'ai combien de côté, combien de temps je peux tenir si ça ne marche pas du tout. Et c'est rassurant aussi de savoir ça. Et par exemple, moi, je savais pas, j'hésitais. Je me suis lancée dans un coaching avant de me lancer et dans un coaching après, avec 2 personnes différentes, avec 2 approches différentes. Et je trouve que c'est hyper, hyper rassurant d'être accompagnée par quelqu'un, au moins, admettons, les 3 premiers mois de lancement de son activité. Parce que c'est un peu notre psy, hein, parfois. C'est la personne auprès de qui on va pouvoir un peu décharger toutes nos angoisses, toutes nos craintes, toutes nos réussites aussi. Et qui va nous aider aussi à mettre en valeur toutes ces réussites. Donc ça, je trouve que ça a un coût, on ne va pas se mentir. Après, il y a des coûts très différents d'un coach à l'autre. Il faut trouver la personne avec qui ça fit aussi. Mais je trouve que ça, c'est hyper rassurant. Et là, je suis aussi partie d'un réseau de femmes entrepreneurs. Et pareil, alors c'est plus du collectif, du coup. Mais pareil, c'est des personnes qui viennent de milieux extrêmement différents, pas que du bien-être. Et en fait, c'est génial de voir que peu importe les domaines dans lesquels on est, on a les mêmes questions, on a les mêmes problèmes, les mêmes angoisses. Et en fait, voilà, vraiment s'entourer, je pense que c'est essentiel. Donc aujourd'hui, on peut dire que tu vis vraiment de tes activités. Tout à fait. Là, oui, en effet, je peux dire pari réussi. En tout cas, pour le moment, parce qu'on ne sait pas non plus de quoi demain sera fait. Mais en tout cas, aujourd'hui, oui, j'en vis. Et j'en vis mieux, en effet, que je vis mieux, entre guillemets. Enfin, non, je ne dirais pas que je vis mieux. Je reviens là-dessus parce que je vivais déjà très bien. J'avais une vie qui me plaisait entièrement. J'étais complètement satisfaite de ma vie. Mais en tout cas, financièrement, je gagne mieux ma vie aujourd'hui. Et ça me permet d'avoir des projets que je n'avais pas forcément avant. Et donc, quand je parle de tes activités, tu as vraiment le côté yoga, donc avec les cours. J'imagine que tu n'as pas une marque de fringues aussi ? Alors non, j'ai co-créé une tenue avec la marque Kaisel. C'est bien ce que je pensais. Voilà. Mais non, je n'ai pas ma marque. J'avoue que ça m'a traversé l'esprit pendant un temps et pour des raisons notamment écologiques, j'ai fait une croix sur ce projet. D'accord. Mais c'est une idée qui m'a traversé l'esprit. D'accord, ok. Donc en tout cas, entre tes activités yogi, c'est ça. L'influence, c'est ça. Et la marque que tu as créée d'event avec ton compagnon. Exactement. C'est ça. D'accord, ok. Et donc l'influence est vraiment à considérer aujourd'hui parce que tu as une communauté, les marques t'approchent. Tout à fait. Alors ça fait maintenant plusieurs années, je te dis depuis 2016. Enfin, j'ai lancé mon compte en 2015 et dès 2016, j'ai créé mon statut d'auto-entrepreneur parce que je commençais à être démarchée et que à un moment je me suis dit il va falloir mettre un petit cadre légal à tout ça. Mais oui, bien évidemment, c'est sûr que aujourd'hui la porte d'entrée, c'est en effet ton nombre d'abonnés, même si de plus en plus les marques se dirigent aussi vers ce qu'ils appellent les micro-influenceurs et je trouve ça très bien. Parce que tu peux avoir une beaucoup plus petite communauté
qui soit très engagé et tu peux avoir un discours très impactant auprès des gens. Donc, je trouve ça très bien que ce soit beaucoup plus diversifié. Et même, je suis la première à dire qu'aujourd'hui, en fait, j'ai pas besoin de mes 48 000 abonnés et qu'en fait, j'en aurais que la moitié. Je suis sûre qu'en fait, ça serait la même chose, en fait. Enfin, en tout cas, ma façon de faire serait pas différente. Mais donc oui, en tout cas, ça fait entièrement partie de mon activité depuis donc pas mal d'années. La différence, je dirais, au fur et à mesure du temps, c'est qu'aujourd'hui, je peux me permettre de beaucoup plus cibler, sélectionner les partenaires avec lesquels je travaille. Et ce qui est chouette, c'est qu'aujourd'hui, c'est vraiment des partenariats qui sont très ciblés yoga. Donc ça, c'est vraiment cool. Parce que on vient vraiment me chercher, alors certes pour ma casquette d'influenceuse, mais aussi parce que je suis prof de yoga. Et ça, c'est vraiment chouette. Alors Mathilde, est-ce que tu as des livres, des podcasts, des illustrations, peu importe, des choses qui, toi, t'inspirent dans ta vie d'entrepreneur, que tu aurais à nous donner, à nous transmettre? Oui, bien sûr. En podcast, alors là, j'en ai 2 en tête. Enfin, non, j'en ai 3. Allez, je vais en citer 3. Assez différents. Alors, s'il y a des personnes qui sont notamment dans le secteur du yoga, parce que du coup, c'est très ciblé, je t'en ai parlé tout à l'heure. Il y a un podcast que j'aime beaucoup écouter qui s'appelle Yogi Biz. Donc voilà, le titre parle de lui-même. Donc vraiment pour les personnes soit qui sont déjà installées dans le yoga ou qui souhaitent se lancer. Et donc, c'est vraiment comment un peu vivre de son activité de yoga sous ses différentes facettes. Donc, c'est hyper intéressant. Donc, c'est vraiment du pratico-pratique, entre guillemets. C'est vraiment très intéressant. Sur un plan un peu plus entrepreneurial, voilà, qui va vraiment booster un petit peu et qui nous donne vraiment du peps, quoi, dans notre activité. J'aime beaucoup écouter le podcast de Sandra des Locomotives. Donc, voilà, où elle vient interviewer des femmes de domaines extrêmement différents et qui ont des parcours de vie assez atypiques. Même si, du coup, ça va sûrement devenir de plus en plus... de moins en moins atypiques, quelque part, ces parcours-là. Mais en tout cas, voilà, des femmes qui ont des parcours professionnels vraiment très diversifiés, on va dire, et, voilà, et qui ont réussi ou qui sont en train, entre guillemets, de réussir. Et c'est vraiment passionnant. Et après, sur un plan un peu plus développement personnel, introspection, là, ça va être, les gens qui me connaissent savent que je vais donner son nom. C'est le podcast de Chloé Bloom. Voilà, donc que j'écoute religieusement tous les jeudis. D'ailleurs, je n'ai pas écouté celui d'hier. Mais voilà, donc que je trouve extrêmement inspirant. Voilà, donc ces 3 podcasts-là, et il y en a plein d'autres, mais c'est vraiment les 3 qui me viennent spontanément. Aujourd'hui, il y a une mine d'or au niveau des podcasts et je trouve que c'est un format qui est absolument génial. Donc voilà, c'est génial ce que tu fais, vraiment. et voilà, et longue vie à ton podcast d'ailleurs, parce que vraiment, je trouve que c'est une super, super démarche. Donc voilà, moi j'aime beaucoup en fait écouter. Je marche beaucoup, j'essaie de courir un peu et j'adore écouter ces podcasts. C'est un moment à la fois d'apprentissage, c'est un moment de détente, c'est un moment d'introspection. Voilà, moi j'adore ce format-là. J'avoue que je suis un petit peu moins livre. J'en ai beaucoup, que je n'ai pas encore lu d'ailleurs. J'ai beaucoup de livres de yoga que je n'ai encore jamais ouverts, je dois l'avouer, parce que j'adore acheter des livres, mais j'ai plus de mal pour avoir ta bibliothèque remplie. À les ouvrir, j'avoue. Non, je reconnais que j'ai beaucoup de livres. De yoga. Du coup, là, j'avoue que comme ça, en fait, j'ai pas forcément un livre qui m'a beaucoup marqué en yoga. C'est OK. Ça semble paradoxal. Non, ça semble paradoxal, mais c'est vrai que... Si, tu vois, là, le livre, mais enfin, c'est très spécifique. Là, il y a un bouquin que j'ai encore ouvert hier, parce qu'il y a des choses qui sont hyper intéressantes. C'est genre... c'est le yoga antidouleur. Voilà. Mais donc, c'est quand même un peu une niche, c'est très spécifique, ouais. mais voilà, je trouve ça très intéressant parce que voilà, on vient comprendre comment le yoga peut venir soigner vraiment des maux physiques, voire des problématiques assez aiguës. Et donc, je trouve ça très intéressant de savoir comment moi, en tant que prof de yoga, je vais pouvoir aussi accompagner les gens qui peuvent avoir certaines douleurs. Mais voilà, après, sinon, j'avoue qu'en termes de livres, je ne suis pas la meilleure personne pour en conseiller. Merci en tout cas pour ces partages que je mettrai du coup dans la note de l'épisode. Si je pense à autre chose, je te les enverrai. Avec plaisir. Merci d'avoir été avec moi, Mathilde. Eh bien, écoute, merci à toi de m'avoir invitée. Alors, où est-ce qu'on peut te retrouver ?
Alors, le plus simple, j'ai envie de dire que c'est Instagram, parce que c'est vraiment là où je partage un peu toute mon actualité. Donc voilà, mathilde.yogifit. Après, j'ai également un compte dédié. Alors, tout est dans la bio de mon Instagram principal. Mais après, j'ai aussi un compte qui est complètement dédié à tout ce qui est événementiel, qui s'appelle Solstice Event. Voilà. Et ensuite, j'ai un site internet, Solstice Yoga. Donc pareil, qui est inscrit dans ma bio Instagram. Et donc sur ces différents supports, on peut du coup retrouver toute mon actualité. Trop cool. Un grand merci. J'espère que vous apprécierez cet épisode. Et puis Mathilde, je te dis à tout bientôt. Eh bien oui, écoute, à bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il saura t'aider et t'éclairer. N'hésite pas à le diffuser à un maximum de personnes. Et n'oublie pas de t'abonner sur mon compte Instagram, léa.misspoulet. À bientôt!